Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet du sommeil et de l'organisation d'écart en navigation. Dans cette vidéo, on va parler de cycle de sommeil, on va parler de sommeil lent, sommeil paradoxal, on va aussi parler de réglementation par rapport à la navigation, on va parler d'organisation d'écart et de plan d'organisation. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. En général, quand on fait de la voile, on va s'intéresser au sommeil lorsqu'on va commencer à faire des navigations de nuit. C'est assez rare de s'en occuper à un autre moment, ou alors on s'en occupe par rapport à la qualité du sommeil. Mais là, on est sur des questions de literie et pas de. Donc sur des navigations de nuit, se pose la question d'écart. Donc quelle est la durée d'écart, quels sont les comment on va répartir ces écarts, et puis quels sont les qui est plus adapté pour faire d'écart en début de nuit ou d'écart en fin de nuit. Un des éléments de la réussite par rapport à ces écarts sur le long terme, ça va être de tenir compte dans la mesure du possible, parce qu'après c'est toujours une sorte c'est comme la constitution des plannings pour les enseignants et pour les chefs d'établissement, des fois c'est un peu des casse-têtes. Donc dans la mesure du possible, c'est tenir compte à la fois des rythmes des équipiers et puis aussi de leur plage d'efficience optimale en fait. À quel moment ils vont être le plus efficaces par rapport à la nuit. Alors c'est vrai que c'est plus facile quand on est 6 à bord que quand on est 2, mais même quand on est 2, et l'enjeu est encore plus élevé quand on est 2, on s'aperçoit que pour certains, c'est l'écart de début de nuit ou de fin de nuit sont plus faciles. Pour d'autres, les durées, des durées d'1h30, des durées de 2 heures, de 3 heures sont plus adaptées. Voilà, donc il faut arriver en tant que chef de bord à identifier tout ça et puis à le planifier. Je vais faire juste une parenthèse au niveau réglementaire. Au niveau réglementaire, donc nous la réglementation qui va nous intéresser, c'est le RIPAM, c'est la règle numéro 5, qui nous dit que sur les bateaux, on doit faire une veille visuelle et auditive permanente. Permanente, ça veut dire H24. Visuel et auditif. Ça veut dire aussi que un AIS, un radar, ne font pas de veille. Ce sont les équipiers et le chef de bord qui font la veille. Un AIS, un radar, c'est juste une aide à la navigation. Ça veut dire aussi que, et en tout cas à la plaisance, un bateau a tout à fait le droit de ne pas avoir d'AIS sur son bateau, au niveau émetteur AIS, et on ne peut pas lui reprocher. C'est son droit. Parce que c'est pas à lui qu'incombe le fait de se signaler, c'est aux autres bateaux qu'incombe le fait de faire de la veille et de le repérer sur l'eau. Après, je suis d'accord avec vous, moi sur le bateau, j'ai un AIS émetteur-récepteur. Donc j'estime que c'est un élément de sécurité et que pour moi c'est mieux de l'avoir. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut sur son bateau à partir du moment où il est à l'intérieur de ce qu'impose la réglementation. La réglementation c'est toujours pareil. On fait ce qu'on veut avec, tant que tout va bien, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. La difficulté vient quand il y a un problème, parce que les autorités maritimes et les assureurs, parce que c'est ceux-là qui vont venir pointer le bout de leur nez quand il y a un problème, eux ils vont ensuite regarder qu'est-ce que vous avez mis en place en tant que chef de bord pour assurer un maximum de sécurité. Parce que ce qu'ils vont chercher à prouver, c'est la négligence. Et dans notre pays, ce qui va compter, ce sont les écrits.
Voilà, donc quelles sont les traces qui vont démontrer que vous n'avez pas fait preuve de négligence, donc que vous avez anticipé tout ce qui humainement était possible d'anticiper. Toujours dans notre fameux RIPAM, vous avez une autre règle qui est la règle numéro 4 qui va vous dire que cette veille, elle doit s'appliquer quelles que soient les conditions de visibilité. Alors celle-là, elle est intéressante parce que on se doute bien que quand on a de mauvaises conditions de visibilité, bah, du coup on va être vigilant. Par contre, ça implique aussi des bonnes conditions de visibilité. Parce que parfois, quand il y a une très très bonne visibilité, on a tendance à faire autre chose qu'à surveiller le plan d'eau. Et donc cette notion de en toutes circonstances et toutes conditions de visibilité, elle est importante. Un autre élément réglementaire sur lequel on va s'appuyer, c'est la convention SOLAS. Alors la convention SOLAS, SOLAS c'est un acronyme, hein, c'est Safety of Life at Sea, donc c'est la sécurité en mer. Et ce qui concerne la navigation, dans le SOLAS pour nous, ça va être le chapitre 5 et notamment la règle 34. Elle nous dit que sur les bateaux, on doit avoir, lorsqu'on part naviguer, un passage plan, c'est-à-dire un plan de navigation, voilà, qui doit être écrit. Alors, pour les plaisanciers, il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit écrit. Et dans ce plan de navigation, on va retrouver tous les dangers possibles, les routes qu'on va emprunter, les marées, enfin tout un tas d'éléments. Et notamment, on va retrouver le plan d'organisation d'écart. Voilà. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas d'obligation pour le plaisancier. Là où il peut y avoir un souci, c'est que s'il y a un problème et que les autorités maritimes, que les assurances arrivent, là pour le coup, eux ils vont chercher à trouver quel a été le défaut, quelle a été la négligence. Voilà. Et l'absence d'un plan de navigation et des éléments qui vont le constituer, c'est quelque chose qui peut jouer en la défaveur du plaisancier. Pour le chef de bord, pour le skipper, c'est pour qu'il puisse mettre en place ces plans d'organisation d'écart et de rotation, on va dire. C'est bien de connaître le fonctionnement du sommeil. C'est bien aussi de permettre à chacun de ses équipiers d'identifier quelle est la durée de ses cycles de sommeil, de comment sont composés. C'est structuré, ces cycles de sommeil. De combien de cycles de sommeil il a besoin pour récupérer. L'idée, c'est vraiment d'arriver à optimiser finalement l'utilisation de ces cycles pour créer le plan d'organisation le plus efficace sur le long terme. Parce que quand on fait une navigation d'un jour ou deux, bon, on va avoir une nuit, on va avoir 2 nuits, on peut tirer sur les réserves. Lorsqu'on commence à faire des navigations avec 5, 6, 7 nuits ou des transatlantiques, là pour le coup, on va quand même pas mal tirer sur les organismes. L'être humain, c'est un animal diurne, hein, c'est-à-dire que on vit le jour et on dort la nuit, peut-être quelques exceptions près, mais sur la quasi-totalité de la planète, ça se passe comme ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va alterner des temps d'activité, qui sont plutôt la journée, et des temps de récupération, qui vont être plutôt la nuit. De la récupération physique et de la récupération psychique. C'est-à-dire que notre corps musculairement a besoin de récupérer et notre cerveau a besoin également de récupérer. Nous sommes des animaux diurnes, des mammifères diurnes qui sommes en plus soumis à ce qu'on appelle un rythme nictéméral, c'est-à-dire une alternance jour-nuit autour de 24 heures. Alors c'est pas exactement 24 heures, mais on va être autour des 24 heures. Alors, ça veut dire aussi on a tout un tas d'horloges internes, on n'en a pas qu'une seule, et ces horloges ont besoin de se resynchroniser chaque jour
parce que elles ne sont pas exactement pile sur les 24 heures. Alors on a des synchronisateurs naturels, hein, comme le soleil, qui va aider les horloges internes à se resynchroniser. Alors ces horloges internes, par exemple, on a tous les systèmes endocriniens, les systèmes hormonaux, on va dire. Par exemple, le cortisol. Vous avez un pic de cortisol au moment du réveil. Bah, tout ça, ça doit se resynchroniser en permanence. On a des synchronisateurs aussi sociaux, les horaires de repas, par exemple. Alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est pas pour le plaisir de faire des cours de physiologie. C'est simplement pour dire que être actif la nuit, se réveiller la nuit, c'est totalement non naturel pour un humain. Voilà, on est dans des choses qui sont absolument pas naturelles et qui ne sont absolument pas source de bien-être. On dérègle les horloges hormonales, c'est vraiment pas naturel pour nous. Donc c'est pour ça que quand on a un équipage et qu'on doit faire des quarts de nuit, il faut vraiment être vigilant à ce que ça peut produire sur chacun, parce qu'on n'est pas tous égaux face à cette adaptation et on n'en vit pas les mêmes répercussions par rapport à tout ça. Comme on n'est pas tous égaux par rapport à ces rythmes et à leurs conséquences, et qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes en termes de récupération, mais ça on va le voir un petit peu plus tard tout à l'heure dans la vidéo, on peut aussi utiliser ces informations-là à notre avantage lorsqu'on doit mettre en place un plan d'organisation d'écart. Lorsque j'étais enfant, j'aimais pas dormir en fait. Je trouvais que c'était une perte de temps. Et donc ça aurait été bien de pas avoir de sommeil, parce que finalement j'aurais pu faire que m'amuser toute la journée, et puis toute la journée d'après sans être obligé de m'arrêter. Et en fait, non seulement on est sur un temps, une alternance jour-nuit, activité, récupération, mais plus que récupération, on est sur un temps de régénération au niveau physique du corps et au niveau du cerveau. Si on se concentre un petit peu plus maintenant sur le sommeil en lui-même, c'est-à-dire cette phase de récupération, de régénération, on va s'apercevoir que ce temps-là est constitué de différents sous-modules, de différentes phases qu'on va appeler des cycles de sommeil. Alors c'est un petit peu comme si on prenait un train, chaque wagon serait un cycle, et tout au long de la nuit, on va avoir différents cycles qui vont apparaître. Et un peu comme le train, c'est-à-dire que chacun de ces cycles vont arriver à un moment donné de la soirée ou de la nuit. Quelles sont les conséquences d'une privation de sommeil sur plusieurs jours, hein? Alors, ce qui va arriver en premier, ça va être une sorte de ralentissement au niveau des capacités cognitives, c'est-à-dire qu'on va avoir un ralentissement dans notre capacité à penser. On va penser plus lentement, on va trouver plus difficile le fait de réfléchir à tel et tel sujet. Ensuite, on va avoir de la confusion. La confusion, c'est la confusion mentale. Les choses vont devenir moins claires, vont avoir tendance à se superposer les unes les autres. Au-delà de la confusion, on va avoir aussi une perte de réflexe. C'est-à-dire que ce qu'on faisait rapidement, automatiquement, ça prend plus de temps. Si l'absence de sommeil perdure, on va avoir des ruptures dans le continuum de la conscience. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que d'un coup, pouf, vous piquez du nez. Et d'un seul coup, vous êtes absent. Il y a plus personne derrière les yeux. Le stade suivant, ça va être les hallucinations. Voilà. Alors quand vous commencez à continuer à haute voix une conversation qui n'a débuté avec personne, hein, bon là ça s'appelle une hallucination. Quand le simple fait de fermer les yeux vous emmène directement dans un rêve. Vous fermez les yeux, paf, vous parlez à votre boulangère, et quand vous les ouvrez, vous continuez la discussion. Bon, là aussi, on est dans le même cas de figure.
Alors je rigole parce que tout ça, ça m'est arrivé. Hein. Donc lorsqu'on très longtemps on est en carence de sommeil, voilà, à un moment donné, il y a pas de remède, hein, il faut dormir. Un autre élément aussi, ça va être, si on pousse encore, ça va être le fait d'avoir des comportements dangereux. Alors comportements dangereux pour soi ou pour les autres. Je me souviens d'un pilote de montgolfière qui était parti faire un tour du monde et sur la fin, donc il n'avait pas dormi pendant des jours et des jours, et sur la fin, il était convaincu que sa montgolfière était posée sur le sol et il était prêt à sauter de la montgolfière, et c'est une alarme. Alors une alarme sonore donc qu'il a extrait de son hallucination, parce que on a quand même des systèmes comment dire de fusibles, hein, qui peuvent nous extraire de ça, et notamment tout ce qui est alarme sonore, ça fonctionne encore, mais c'est quelque chose d'externe, c'est une alerte externe, c'est pas lui, et lui il avait déjà commencé à enjamber la nacelle, hein, il était prêt à sauter alors qu'il était à des centaines de mètres d'altitude. En zoomant un petit peu sur un cycle de sommeil, on va imaginer que là en haut, on est notre niveau de veille, ici. Donc on va commencer à s'enfoncer dans le sommeil, on va descendre, ça c'est du sommeil lent. Et tout en bas du sommeil lent, on va arriver à une phase de sommeil paradoxal. Et à la fin du sommeil paradoxal, on va remonter presque jusqu'au trait de la veille, et avant de se réveiller, on va redescendre dans du sommeil lent, puis du sommeil paradoxal. Donc cette phase-là, descente, sommeil lent, léger, profond, sommeil paradoxal, on remonte, et avant de se réveiller, on repart. Là, on est sur un cycle de sommeil. Ce cycle-là, il va durer, en fonction des personnes, entre 1h10 et 1h40. Alors la joie des statistiques nous disent 1h30. On n'est pas exactement sur la moyenne, mais on est sur cette fourchette-là. Donc ça, c'est intéressant déjà pour chacun de savoir combien va durer son cycle de base. L'élément suivant, c'est que votre phase de sommeil lent, là, ici, tout ça, sur le sommeil lent, léger, profond, c'est votre corps qui récupère. Le sommeil paradoxal, c'est votre cerveau qui va récupérer. Donc on a besoin des deux. La phase de sommeil paradoxal, elle dure à peu près 20 minutes. Dans tous les cycles de sommeil, elle dure 20 minutes. Donc le reste, c'est du sommeil lent. La première demi-heure du sommeil lent léger, hein, c'est celle qu'on va utiliser par exemple lorsqu'on fait la sieste. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des siestes de 3/4 d'heure, 1 heure. Parce que le sommeil lent léger, lui, c'est un sommeil où votre corps va récupérer, mais vous plongez pas dans du sommeil profond encore. Donc vous pouvez en sortir sans être, comme on dit, sur la tranche. Ou vous savez, quand on est un petit peu comme ça, là, qu'on se dit, bon, j'ai la tête un peu à l'envers. Bon bah là, tant qu'on est en dessous d'une demi-heure, l'idéal d'une sieste c'est 1/4 d'heure, 20 minutes. Mais sur cette phase-là, on va récupérer énormément physiquement, et surtout, on ne va pas encore entrer dans du sommeil paradoxal, enfin ou du sommeil lent profond. C'est un peu, vous savez, quand on est dans un bus ou dans un train et puis on ferme les yeux et d'un seul coup, pouf, la tête elle tombe. Et là on se dit tiens, je me suis endormi. En fait non, on dormait déjà avant. Alors on pensait pas qu'on dormait parce qu'on écoutait les conversations, on se disait tiens bah, je pourrais participer, je peux ouvrir les yeux quand je veux. En fait pas du tout, on était dans cette phase de sommeil lent léger. Et dès que la tête commence à décrocher, c'est le signe qu'on passe dans du sommeil lent plus profond. Les personnes qui ont l'habitude de faire de la relaxation, ce qui est une très bonne pratique, finalement, on voit que le sommeil lent léger, et progressivement, on va dans du sommeil lent profond. Quand on a l'habitude de faire de la relaxation, en fait, on va aller très rapidement dans du sommeil lent profond. Voilà. Et du coup, sur cette phase-là, on va pouvoir récupérer énormément sur un plan physique. Donc, l'activité de relaxation, elle est très bonne pour optimiser nos performances en termes de récupération physique vis-à-vis du sommeil.
Ensuite, on a le temps de sommeil paradoxal. Alors, sommeil paradoxal, pourquoi on l'appelle paradoxal déjà? C'est la phase de sommeil la plus profonde que vous pouvez avoir. Là, il y a ce qu'on appelle une atonie musculaire, c'est-à-dire que musculairement, vous êtes comme un mollusque, comme un poulpe ou une méduse, il n'y a plus rien. La seule chose qui va continuer à bouger, bah, évidemment, c'est le cœur, hein, lui il va continuer à battre. Et puis, ce sont ce qu'on appelle les REM, Rapid Eye Movement. Ce sont les mouvements des yeux très très rapides derrière les paupières. Et là, on sait que la personne, elle est en phase de sommeil paradoxal. Et c'est pendant ce sommeil paradoxal que vous allez rêver. Alors la fonction du rêve, il y a pas mal d'hypothèses. Les principales, la première hypothèse, c'est une phase d'intégration des informations. Lorsqu'on fait faire un apprentissage à un rat, par exemple, et on s'aperçoit qu'après il va dormir. Et donc les psys se sont dit, bah, qu'est-ce qui se passe si on l'empêche de dormir? Bah, ce qui se passe, c'est qu'il apprend pas. Et donc on a besoin d'une bonne qualité de sommeil paradoxal et surtout d'être dans des phases de sommeil paradoxal pour intégrer l'information. Alors il y a un petit animal qu'on appelle l'échidné, lui n'a pas de sommeil paradoxal et ben, ce qui se passe, c'est que pour lui, chaque jour est un nouveau jour. Tout ce qu'il a appris la veille, c'est comme si il était né chaque matin et il réapprenait tout. Donc on en a vraiment besoin. On a besoin de cette phase-là. On s'aperçoit aussi, par exemple, dans les périodes où on va passer des examens, et ben on rêve beaucoup plus, forcément, on est en phase d'apprentissage. Je parle d'examens de concours, examens scolaires ou universitaires. L'autre hypothèse aussi du sommeil paradoxal, c'est que c'est un temps durant lequel le cerveau se nettoie. Voilà, pour fonctionner, ça consomme énormément de glucose hein, et d'énergie, le cerveau. Ben, il va générer aussi des déchets. Et voilà, on a besoin de ce temps-là pour nettoyer le cerveau. Alors, une absence de sommeil paradoxal sur le long terme, c'est très préjudiciable à votre santé mentale. Hein. Tant et si bien que si vous n'avez pas de sommeil paradoxal parce que vous ne dormez pas, bon bah à un moment donné, votre cerveau, lui, il va commencer à créer du rêve quand vous allez être réveillé. Donc vous avez votre cycle, on va dire, allez sur la moyenne d'1h30, avec sommeil lent léger profond, sommeil paradoxal. Lorsque vous allez ensuite, à la fin du sommeil paradoxal, remonter très vite vers la veille et juste avant, clac, redescendre. Alors comme les cycles ont à peu près la même durée, alors ce qui se passe aussi, c'est que au fur et à mesure des cycles dans la nuit, la quantité de sommeil lent diminue. Ce qui fait que même si la quantité de sommeil paradoxal, elle, quantitativement n'augmente pas, proportionnellement, elle occupe plus d'espace dans le cycle. Donc vous allez faire entre 4, 5, 6 cycles dans la nuit en fonction de vos besoins. Le sujet du sommeil est très large, hein, mais là on va se concentrer maintenant sur 2 points. Le premier, ça va être quelle est la durée moyenne de mes cycles de sommeil. Le deuxième point, ça va être de combien de cycles de sommeil je vais avoir besoin. Alors comme j'imagine que la plupart d'entre nous, vous n'allez pas aller dans une clinique spécialisée ou un service hospitalier spécialisé dans le sommeil et passer plusieurs nuits avec tout un tas de capteurs pour identifier tout ça, le moyen le plus simple pour nous, c'est de repérer en fin de journée à partir de quel moment vous commencez à bâiller. Alors les premiers bâillements passent assez inaperçus parce que ils vont arriver vers 19h30 ou vers 20h. Ceux que moi je perçois assez régulièrement, c'est ceux de 21h15 par exemple. Donc à 21h15, je commence à bâiller. Ça, c'est le signe que vous entrez dans un cycle de sommeil. C'est le signe que le train arrive en gare en fait. Maintenant, il y a 2 possibilités. Soit je me couche et bon bah là je m'endors.
plus ou moins immédiatement, hein, ça dépend des personnes, ou alors je vais résister. Je vais résister parce que j'ai des amis, parce qu'il y a de la famille, parce que je regarde un film, pour tout un tas de raisons. Et vous allez vous apercevoir que les bâillements et l'envie de dormir va commencer à s'estomper au bout d'une vingtaine de minutes, parfois plus pour certains, mais voilà, au bout d'un moment, les bâillements commencent à s'estomper et on n'a plus envie de dormir. Jusque si vous avez un cycle d'1h30 par exemple, et que les premiers bâillements arrivaient à 21h30, je prends des chiffres comme ça parce qu'ils sont assez simples pour les calculs, donc 21h30, ça veut dire qu'à 23h, le nouveau cycle va arriver. Et donc, à 23h, vous aurez envie de bâiller à nouveau. Et là, vous savez que, bon, bah, si c'était 21h30 et que c'est 23h, votre cycle, il fait à peu près 1h30. Si vous résistez, eh ben, vous êtes parti pour un nouveau cycle, c'est-à-dire le cycle d'après, 23h plus 1h30, minuit 30. Voilà. Et ça pendant toute la nuit. Donc c'est intéressant de savoir où sont vos cycles de sommeil, à partir de quand ils commencent à arriver, à partir de quelle heure ils commencent à arriver, parce que ça c'est très réglé, ça change très peu. Déjà vous avez la durée de vos cycles et vous savez à peu près à quelle heure ils commencent. C'est intéressant lorsqu'on veut planifier des quarts, de savoir à peu près à quelle heure je vais entrer dans un cycle de sommeil et donc sortir aussi du cycle de sommeil. Si vous laissez passer le train, c'est-à-dire que votre entrée est à 9h30 par 21h30 et que vous laissez passer l'envie de dormir, ou vous n'arrivez pas à vous endormir pour des raisons X ou Y, une demi-heure, trois quarts d'heure après, c'est même pas la peine d'essayer de continuer de vous endormir. Parce que là, vous avez dépassé la phase d'endormissement. Donc c'est là où la notion de relaxation peut être aidante un petit peu pour au moins récupérer un peu physiquement. Si le matin vous vous réveillez fatigué, c'est que globalement vous n'avez pas assez dormi. On entend souvent de combien d'heures de sommeil j'ai besoin. Alors on a tendance à dire 6-7 heures. Alors on dit 6-7 heures aussi parce que c'est socialement plus désirable. On est dans des sociétés où être un petit dormeur c'est plus valorisé. Si vous dites voilà moi j'ai besoin de 4 heures de sommeil, waouh, ça fait tout de suite la personne super dynamique. Si vous dites moi j'ai besoin de 11 heures de sommeil, on va dire oh là c'est un gros feignant ou c'est une grosse feignante. Voilà, c'est pas socialement valorisé. C'est dommage parce que en fait on a besoin de beaucoup plus de sommeil que ce que la société valorise. En réalité on n'a pas besoin de 5 ou 6 heures de sommeil, on est beaucoup plus sur 8-9 heures de sommeil que sur 5 ou 6. Alors la durée de sommeil dont on a besoin, on va la repérer plus facilement en vacances parce qu'on n'a pas d'horaire imposé pour se lever. Voilà. Alors pas au tout début, parce qu'au tout début, on est encore sur l'habitude de réveil par rapport au travail, pour ceux qui travaillent, ou par rapport au fait de se lever quand on a des enfants. Donc ça, c'est une horloge biologique qui s'est habituelle, on va dire, pas naturelle. Ensuite, sur les jours d'après, on va récupérer un peu, même si on récupère pas vraiment à proprement parler, on récupère pas le sommeil qu'on a perdu, mais on va dire que on va dormir un petit peu plus que d'habitude parce qu'on en a besoin. Mais vraiment, quand on est sur, voilà, on a dépassé la première semaine de vacances, on est sur la deuxième, la troisième, là on va s'approcher un peu plus de son sommeil naturel, ce qui va nous donner, entre le moment de l'endormissement et le moment du réveil, à peu près la durée dont on a besoin pour se réveiller en n'étant pas fatigué. Allez, le dernier point dont on a besoin dans cette équation pour arriver à mettre en place des plans d'organisation de quart plutôt efficaces, on va dire. Ce dernier point, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un du matin ou du soir? Voilà, alors ça, il y a des gens qui sont du matin, moi je suis du matin, là ici, sous les tropiques, je me réveille, il est 5h30 du matin, mais je me réveille naturellement, avec le soleil. Par contre, je suis un lève-tôt, mais ce qui va avec, c'est que je suis un couche-tôt aussi. À 8h30, 9h, si on me laisse faire, je me couche. Mais bon, on me laisse rarement faire, mais voilà, je suis un lève-tôt, je suis donc un couche-tôt. Les personnes qui sont lève-tard sont aussi couche-tard.
Très souvent, hein, et ça ne change pas. Voilà, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Juste une parenthèse, c'est aussi pour ça que on n'est pas tous égaux face au travail le matin. On est à son maximum d'efficacité 2 heures après son réveil. Mais naturel. Donc quelqu'un qui va se réveiller naturellement à 6 heures du matin, à 8 heures, il est hyper efficace. Mais quelqu'un qui naturellement se réveillerait à 10 heures, bon il va être efficace à midi. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est lève tôt, couche tôt, ou lève tard, couche tard, qu'on vit plus longtemps, qu'on est en meilleure santé, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste des questions ensuite d'efficacité personnelle. Alors, tous ces phénomènes par rapport au sommeil, les cycles de sommeil, la durée, le nombre de cycles, bon, tout ça, on n'y prête pas tellement attention dans la vie de tous les jours, sauf si vous avez eu des gros problèmes de sommeil. Le sommeil, bon je m'endors le soir, je me réveille le matin. Alors, quand j'ai un nouvel équipage, ce que je fais, c'est qu'on parle du sommeil. Ne serait-ce que pour mettre de l'attention sur cette notion de cycle, sur à partir de quand on commence à bâiller le soir. Est-ce qu'on est plutôt du matin? Est-ce qu'on est plutôt du soir? Est-ce que je suis un gros dormeur, un petit dormeur? Qu'est-ce qui se passe quand je suis interrompu dans un cycle de sommeil? Parce que ça m'aide ensuite à constituer mes plans d'organisation de quart. L'information que j'ai retirée, ça va être, certains vont me dire, moi, je peux veiller très très tard, jusqu'à 1 heure du matin, je suis toujours en super vigilance. Et d'autres vont me dire, moi, de toute façon, je suis réveillé à 4 heures du matin. 4 heures du matin, je suis en pleine bourre. Ok, je sais qui je vais mettre le soir à la veille et qui je vais mettre le matin à la veille. À partir de quand je commence à m'endormir? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tous réglés de la même manière. Mais des fois, on a du bol. Des fois, on a des personnes qui ont des cycles qui sont très très proches les uns des autres. Et ça nous aide à déterminer la durée d'écart. Voilà. Lorsqu'on connaît la durée du cycle, quand on sait à quelle heure il commence, on peut se dire, tiens, je vais faire plutôt d'écart d'1 heure et demie. Je vais certainement pas faire d'écart de 2h20. C'est pas pour rien que souvent on a des quarts de 3 heures ou des quarts de 1 heure et demie. C'est parce que ça correspond au cycle moyen également. Donc quand on interroge les personnes et qu'on leur demande de s'interroger là-dessus, on s'aperçoit que on aura peut-être plutôt tendance à faire des quarts d'1 heure et demie ou d'1h15, ou bien de dire on va se réveiller un petit peu avant le début du quart pour pas attaquer un nouveau cycle de sommeil. Imaginons que mon cycle de sommeil, lorsque je les mets tous bout à bout, je mets bout à bout tous mes cycles de sommeil avec la durée qui leur est spécifique et qui m'est propre, et que mon réveil naturel se retrouve autour de 6h15, il vaut mieux que je me réveille à 6h15 plutôt que de me réveiller à 7h en me disant tiens, je vais avoir 3 quarts d'heure de plus. Mais en réalité, si j'attaque ces 3 quarts d'heure de plus, je vais me réveiller en plein milieu d'un cycle de sommeil. Et du coup, je vais me réveiller en étant encore plus mal que si je m'étais réveillé à 6h15. Alors c'est intéressant pour l'écart parce qu'on s'aperçoit parfois que en fonction de l'heure à laquelle je vais me réveiller en milieu de nuit, pour le quart du milieu de nuit, si je me réveille pile à cette heure-là, je serai peut-être plus fatigué que si je me réveille 20 minutes avant, parce que ça correspond à ma sortie de fin de cycle précédent et je ne suis plus dans mon sommeil paradoxal. Et parfois, si je tombe en plein milieu d'un sommeil paradoxal, peut-être qu'il vaut mieux que je dorme 10 minutes de plus et me réveiller au milieu entre 2 cycles plutôt que de couper ce cycle-là. Alors c'est certes pas des choses qu'on va arriver à repérer sur une feuille de papier autour d'un débrief d'avant navigation. Par contre, on peut mettre en place un plan de navigation après s'être interrogé sur tout ça et puis l'ajuster dans les jours qui vont suivre en fonction du vécu de chacun. Le thème du sommeil, on peut en faire des conférences de 3 heures à l'infini, tellement il est riche. Le terme de l'organisation des quarts, celui de la navigation de nuit aussi. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fait le tour de tout ça, mais simplement l'objet de la vidéo, c'est vraiment de pointer
comment comprendre le sommeil pour arriver à optimiser finalement la conception de l'organisation de nos quarts. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.